Si tu es bête, faut te mettre sur Boudron pour un politicien. Si tu es sauvage, faut te mettre sur Boudron pour un politicien. Ceux qui sont morts en 2010, en 2011, les parents sont les limites, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Il n'y a pas de politicien qui a parti dans la vie de parler de quelqu'un pour dire non, voilà. On ne te connaît pas. Quand ça commence même à remarquer, ils commencent à expédier les enfants. Ils vont en Europe. Ils vont en Europe, ils restent là-bas, ils restent à la haine, ils sont à l'abri. Les enfants des pauvres moutons. Ouais, nous qui sommes en venus prendre les petits noms, voilà. Mais après la guerre, il y a une vie. Hein. D'accord. Après la guerre, il y a une vie. Hein. Il y a des gens qui ont fait du mal, ils regrettent. Bon, ceux qui ont des acharnés, ils n'ont pas vu clair en 2002, il y a en 2010, ouais, les gens encore petits. Mais nous qui avons vu dedans, on ne peut plus se remettre dedans. C'est pas possible. Donc s'ils sont conscients, en fait, les politiques là, lève-toi pas voter calmement, on va faire brûler quelqu'un. Ton candidat, tu gardes ça dans ton cœur, ta foi. Les débats politiques, tu vois que non, c'est la faute des mains à côté. Voilà. Okay. Merci beaucoup, mon vieux. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chers auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité. Nous sommes en date du 24 juillet 2025. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous font confiance. Et on ne va pas tarder. Nous en avons pour 1h10, ce qui fait 70 minutes. Et donc on va déjà laisser la parole à tous ceux et toutes celles qui voudraient s'exprimer pour que déjà vous puissiez exercer votre droit fondamental qui est le droit à la parole. Merci à tous ceux qui nous font confiance et merci d'être toujours des nôtres. Et donc la voie est complètement ouverte pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole. Et donc il faut signaler déjà que dans les informations, les choses rapides à savoir, il y a 2 membres du PPACI parce qu'ils soutiennent Awadon Melo. Ils ont été renvoyés du PPACI. Comme quoi la dictature est le moyen le plus rapide dans un parti qui est un parti de despotes. Et il y a l'ancien député d'Abidjan, Toby Vincent, qui est en train d'entrer dans une fantasmagorie pour dire que lui, il a reçu 100 appareils, mais que 50% des appareils sont plantés. Mais en réalité, tu n'as personne. En réalité, là, on ne te connaît même pas sur la scène politique. En réalité, ce n'est pas les tablettes qui posent problème. C'est que tu ne trouves pas quelqu'un pour gagner du parrainage. Sinon, même sans les tablettes, il y a la solution qu'on puisse le faire manuellement. Donc là, c'est peine perdue que d'essayer de donner un argument qui est vain, alors que la réalité est tout ailleurs. Et donc, comme je le disais, finalement, à partir des Jeunes Afrique d'hier, Awadon Melo a clairement, sans hésiter, dit qu'il va être candidat. Et là, il l'a fait. Et on verra bien ce que ça va nous donner dans un futur proche. On verra bien. Mais ce qu'on constate déjà, c'est que les plans B sont en train de sortir peu à peu. Et ceux qui avaient dit qu'il n'y aura ni plan A, B, C, on est en train de voir au fur et à mesure que eux-mêmes, des plans sont en train de s'imposer à eux. Est-ce une stratégie? Je pense bien. Je pense bien que ces personnes sont conscientes que quand elles font l'évaluation de toute la réalité aujourd'hui, leur seul salut, c'est de finalement aller à des plans B. Et donc on verra bien ce que cela va nous réserver. Mais en tout cas, le RHDP reste fort. Et hier, le ministre Admani, dans les rendez-vous du RHDP, n'a pas manqué de le dire. Le RHDP reste fort. Le RHDP reste un parti serein. Et surtout, le RHDP a mis en garde l'opposition ivoirienne dans ses aventures périlleuses. Quand c'est pour parler, tu le vois, ils se donnent l'air d'être des guerriers. Mais la réalité est plus dure que ce qu'ils pensent. Et les Ivoiriens ne seront plus prêts
à accepter qu'on vienne s'amuser avec leur vie. Et le ministre Admouni n'a pas manqué, encore une fois, de rappeler que le processus électoral qui a commencé là, on va aller aux élections. Ça là, de gré ou de force, on ira à ces élections. Donc ce qui est mieux pour chacun, c'est de trouver la stratégie et tout ce qu'il faut pour aller à ces élections de façon sereine. Et donc, ce n'est pas sous le régime du RHDP qu'on va tordre le cou à la loi et demain ne pas être capable de donner en termes de résultats ce qu'il faut aux Ivoiriens. Et donc, comme je le disais, nous n'avons pas du temps pour attendre et toutes les minutes qui sont en train de passer sont déjà comptées dans le temps que nous avons imparti et on n'ira pas au-delà de 1h10 minutes. Et donc, s'il y a déjà des personnes qui se signalent, c'est uniquement avec ces personnes-là que nous allons faire et il n'y aura pas d'improvisation. Jusque-là, je ne vois qu'une seule personne. Et au pire des cas, c'est elle que nous allons prendre, mais ça lui connaît, et pouvoir fermer le direct. Et comme je l'ai dit, on sera très strict en matière de temps. Une fois que on a trouvé un nombre de personnes et qu'on a établi une liste, on ne pourra plus revenir en arrière parce que moi-même aussi, mon temps est très coincé. Et c'est un sacrifice qu'on fait déjà. Donc quand on ouvre ces séances-là et qu'on dit aux gens, venez vous présenter, le temps qu'on donne là, c'est le temps qu'il faut se présenter. Nous avons encore 2 personnes, on va encore entendre une dernière minute avant de pouvoir finalement lancer, pardonnez s'il vous plaît, laisser les gens pouvoir s'exprimer. Et donc on va encore laisser une autre minute jusqu'à la 13e minute pour permettre aux uns aux autres de pouvoir se présenter. Et on va leur donner la parole et fermer rapidement. Mais comme je l'ai dit, à partir du moment où on laisse du temps et que après le temps qui est laissé, d'autres personnes se présentent après, en tout cas, il n'y a pas de garantie qu'on puisse vous prendre parce que moi-même, ça joue sur mon temps. Et ça, on ne peut pas se permettre. Et donc, finalement, nous aurons 2 personnes, ça sera Mère Djeneba et Mère Salih Koné. En tout cas, c'est entre les deux que nous allons partager le temps qui est là aujourd'hui. Et on va les laisser parler. On ne pourra plus prendre quelqu'un d'autre, malheureusement. C'était la voix du militant et on aurait préféré avoir plus de voix. Mais à partir du moment où nous n'avons pas, et que moi aussi je n'ai pas le temps, et les gens ne se sont pas présentés aussi à temps, on va donc laisser ces 2 personnes s'exprimer. Et lorsqu'elles auraient fini, on va donc fermer le direct. Et je dis merci à tous. Alors bonjour chère mère, comment allez-vous? Mon clair, je vais bien et vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Donc on va vous laisser 15 minutes pour que vous puissiez vous exprimer. D'accord. Ok. Bonjour et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais commencer par parler de nous qui sommes à l'aventure. Beaucoup d'entre nous viennent à l'aventure sans après pouvoir profiter de la souffrance, des fruits de la souffrance que nous menons à l'aventure. D'autres ont la chance de venir plus jeunes, d'autres c'est pas le cas, ils arrivent à un certain âge. Et malheureusement, ceux qui arrivent à un certain âge, d'autres, ils restent là à travailler et puis à soit vouloir aider la famille en Afrique et puis aussi à construire quelque chose pour les retraites. Et malheureusement, vu que l'âge est déjà avancé, souvent même le temps même d'avoir la retraite, parce qu'il faut un nombre d'années de travail pour pouvoir avoir une retraite digne de ce nom. Donc malheureusement, il y a d'autres qui restent là à vouloir atteindre cette année
pouvoir avoir la retraite. Et lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite, malheureusement, ces personnes-là, soit ils tombent malades, soit ils passent de la vie à trépas, sans même pouvoir profiter des fruits de leur souffrance à l'aventure. Donc pour ces personnes-là, ce que je souhaiterais leur dire, vous qui êtes venus à un certain âge à l'aventure, pensez à économiser le plus rapidement possible pour pouvoir réaliser ne serait qu'un petit projet qui va vous permettre après de pouvoir profiter de ça pour faire ce que vous avez besoin de faire. Ça veut dire voyager, vous nourrir comme il le faut. Profitez en fait. N'essayez pas d'en faire trop. Avoir juste... après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est la construction, ce qui n'est pas... avoir un pied à terre même déjà, ça c'est déjà bien. Après, en ce qui concerne les projets, bon, après, ça dépend de chacun. D'autres, c'est la construction. D'autres, c'est l'agriculture. D'autres, c'est le commerce. En tout cas, à toi-même de regarder ce qui peut te permettre d'avoir des revenus qui va te permettre de pouvoir vivre décemment dans ton pays, s'il le faut, si c'est ce que tu souhaites. Parce que venir souffrir à l'aventure comme ça pendant plusieurs années, et puis après, ne pas pouvoir profiter des bénéfices de cela, c'est vraiment, c'est triste. Nous attendons toujours le décès des uns et des autres. Soit pendant qu'ils sont allés à l'aventure, ils sont allés en vacances, d'autres même, c'est sur le terrain même. Et franchement, cela doit pouvoir cesser. Donc à nous-mêmes de réfléchir, de prévoir, de ne pas toujours s'asseoir et attendre la retraite. Parce que la retraite des Blancs là, c'est pas fait pour nous. Hein. Eux-mêmes déjà, même les retraites là, même ça ne leur suffit pas. Donc si c'est sur ça qu'on doit compter pour pouvoir profiter, vivre notre vie, je pense que pour moi en tout cas, c'est pas ce qu'il faut forcément attendre quoi. Donc il faut vraiment bouger. Il faut aller plus vite lorsqu'on n'a plus beaucoup de temps pour pouvoir profiter pendant qu'on est encore en vie. Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet. Et puis monsieur l'éclaireur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça en attendant que... Effectivement. D'accord. Merci d'avoir encore abordé un sujet qui est très important. Parce qu'on évolue dans cette vie. Mais surtout pour nous qui avons quitté notre pays natal, que ce soit la Côte d'Ivoire ou n'importe quel pays, à partir du moment où tu quittes là où tu es né, là où tu as laissé tes parents, là où tu as laissé vraiment tout derrière toi, l'aventure n'est pas un jeu. C'est une expérience très difficile. C'est comme renaître à nouveau. Quand on vient chez les autres, on reprend tout à zéro. Et on redécouvre une nouvelle vie avec ses codes, avec ses réalités, avec souvent peut-être ces bonheurs qu'on avait espérés. Mais à 90%, lorsqu'on vient à l'aventure, l'idéal qu'on s'était fixé là, la réalité vient nous ramener à 10%. Et l'aventure, pour qu'elle se transforme vite en mésaventure, c'est la chose la plus facile. Pourquoi? Parce que quand tu viens là, toi tu viens avec l'espoir de réussir, de pouvoir tracer un chemin. Mais il n'y a aucune garantie qui prouve aussi que ce que toi tu veux là, c'est ce que tu auras. Et dans beaucoup de cas, les difficultés qu'on vient rencontrer ici, c'est des choses auxquelles on savait que ça n'allait pas être facile. Mais apprendre une nouvelle vie vient avec plus de difficultés que de facilité. Et dans ce contexte-là, vous évoquez un sujet qui est très important. Vraiment, toute personne qui a l'aventure, quand tu t'assois, tu regardes, imaginez-vous quelqu'un qui est venu à l'aventure. Et chaque fois, au début, quand quelqu'un te dit j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans, j'ai fait 20 ans, c'est là tu dis à la personne, wow, un homme peut faire 20 ans en dehors de son pays. Toi-même, ça t'étonne quand tu es nouveau. Mais quand toi-même, tu tombes dans le système, les 20 ans, les 10 ans passent. Et toi-même, tu te demandes si c'est toi-même. Tu te dis à l'intérieur de... Est-ce que c'est moi-même là, j'ai fait 10 ans, mais 20 ans ici? Le temps que tu as passé là,
quand tu regardes, d'une part, tu es habitué au nouveau système dans un certain sens. D'une part, tu n'es plus trop en lien avec le pays. Tu es piégé entre deux choses. C'est comme une âme qui est piégée et tu ne sais pas vraiment où aller. Entre-temps, il y a eu les enfants. Entre-temps, il y a eu aussi d'autres réalités. Entre-temps, les parents qu'on a laissés au pays, on ne peut pas demander de faire confiance à quelqu'un mieux que ses parents et ses proches. Mais eux aussi, ne connaissant pas la réalité souvent par mauvaise foi, ceux en qui tu as fait confiance, la confiance n'a pas été au rendez-vous. La petite maison que tu voulais construire, les gens sont allés te prendre un terrain, ils ont filmé, on t'a envoyé. Et je ne crois pas, et je ne connais pas quelqu'un qui a été à l'aventure et qui n'a pas été déçu d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais la grande majorité, on a tous vécu des déceptions. Ceux en qui tu as cru pour lancer des projets. Et même nos familles même ne nous aident pas. Parce que pour beaucoup parmi nous, quand on vient à l'aventure, on vient, c'est pas pour nous aider seuls nous-mêmes. C'est pour faire sortir notre famille de la pauvreté. On se dit, si on arrive avec le peu qu'on gagne à aider nos frères et nos soeurs, et qu'eux se mettent au travail, et qu'on change notre condition ensemble, demain sera mieux pour nous tous. Mais ses frères et soeurs, qu'est-ce qu'eux pensent? Non? Comme il est déjà là-bas, là, lui il va devenir notre gagne-pain. Il va devenir notre nyata. On va inventer des problèmes. Moi, j'ai vécu une telle histoire la semaine dernière. Le boulot que moi j'ai fait, c'est un boulot qui est extrêmement sensible. Tu n'as pas droit à l'erreur. Oui, bizarrement, c'est comme ça. Tu n'as pas droit à l'erreur. Et donc, il y a une jeune dame. Il y a eu un incident. Et donc, dans nos recherches, on voit, c'est elle qui est sur la caméra. On l'appelle au bureau. On lui demande, c'est toi qui es là, en lui présentant la vidéo. Elle dit oui. On dit comme c'est comme ça, voilà les mesures actives qu'on va prendre contre toi. On la suspend. Elle va à la maison. C'est le lendemain, elle se souvient qu'elle était sur la scène, mais ce n'était pas elle. Je dis, ok, on continue les investigations, on découvre que ce n'est pas elle. Et la personne que c'était, la personne sur la vidéo dit, oui, c'était moi. Et voilà pourquoi. Donc j'appelle celle qu'on avait interrogée auparavant et qu'on avait déjà suspendue, le temps de finir nos enquêtes. Et c'est avant-hier que je rencontre la dame. Et voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, frère, j'étais déprimé. Parce que, avant que vous ne m'appeliez, on m'a appelé de la Jamaïque pour me dire que ma fille est malade. Et donc laquelle est hospitalisée. Et les gens ont parlé d'une manière comme si je n'envoie pas l'argent là. Ma fille va mourir à l'hôpital. Elle dit, donc quand ça coïncide avec vos appels là, j'ai paniqué. Moi-même là, mon cerveau était congelé. Vous parlez là, je ne comprenais rien. C'est pourquoi j'ai dit, ah, c'est moi. Ce que je vais vous montrer dans cette histoire, c'est la lourdeur des pressions que nous les aventuriers, on reçoit de nos familles là. Vraiment, les gars, vous êtes méchants. Nos parents qui sont restés dans nos différents pays là, vous êtes méchants. Ça, moi vous dit ça. Vous êtes méchants. Vous ne pensez même pas que nous sommes des êtres humains. Vous lancez des problèmes, vous lancez des... On invente des faits. Et elle me dit quoi? Que la fille n'était même pas malade. Mais les gens ont inventé une histoire, sans savoir comment elle vit, sans savoir comment elle travaille tous les jours.
C'est là que je lui ai dit, Dieu merci, on a pu découvrir la vérité. Et on a pu te sauver. Ça doit être une leçon pour chacun de nous tous. Il dit, à travers ce qui t'est arrivé là, c'est comme ça que nous tous on subi la méchanceté de nos proches qui sont restés au pays. Il dit, fais attention. Quand tu es au travail là, le monde du travail là, sois concentré pour le temps que tu vas faire là, sois concentré. Faut pas t'amuser. Les appels du pays là, faut pas prendre. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles, on va t'annoncer. Il n'y a pas quelqu'un au pays qui va t'appeler. Ah frère, on t'a appelé, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu vas comment? Toi là, toi, tu vas comment? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu vas à l'hôpital pour te surveiller? Non. Faut envoyer l'argent. C'est le seul rapport qu'on crée avec vos enfants. D'autres même vont jusqu'à rentrer même dans la sorcellerie. Ah, moi, je ne gagne pas beaucoup avec lui. En tout cas, voilà son argent là. Il faut mettre ça dans la bouche des embêtants. S'il ne me donne pas l'argent, tout ce qu'il va faire là, ça n'a qu'à être bloqué. Oui, cher, mais c'était pour escroquer la dame en fait. Parce que elle-même, elle me donnait un détail aussi. Elle dit quand on me voit sur TikTok ou même sur Facebook et que je brille là, les gens pensent que j'ai tout. Je dis voilà. Je dis, nous, notre génération, c'est ça aussi notre erreur. On donne une fausse apparence. Je dis, il faut arrêter ça. Je dis souvent, moi-même, je te vois sur TikTok. Je dis, moi-même, souvent, je te vois sur TikTok. L'impression que tu donnes là, les gens pensent que c'est vrai. Donc là, si tu fais ça aussi là, tu te vends moins cher. Mes chers parents, la vie n'est facile nulle part. À l'aventure ici là, chaque jour tu entends que quelqu'un est mort. Tu entends que quelqu'un est mort. Mais chaque fois que tu entends que quelqu'un est mort là, faut pas être désolé pour le mort. Hein. Le mort ne sait même pas que lui il est mort. Lui il a déjà fait sa traversée. Mais c'est un signal pour te dire que toi là, c'est un rappel pour toi qui est resté derrière là, que bientôt tu seras le prochain. Bientôt c'est moi je serai le prochain. Mais s'il y a quelque chose qui fait encore mal, s'il y a quelque chose qui fait très mal, c'est mourir à l'aventure. En toute sincérité, mourir à l'aventure là, c'est comme une malédiction. Non à l'aventure, hein, moi je suis à l'aventure. Mourir à l'aventure, si je meurs là, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que sincèrement, ça fait pitié. C'est là que tu découvres en réalité que tu as vécu une vie à vide. Tes parents qui sont là-bas, ils ne pourront pas te donner un enterrement digne. Ici, là, dans la majeure partie des cas, là, on n'a pas de grands moyens. On va t'incinérer. Ou on va te prendre pour aller faire sujet d'expérience sur toi. C'est fini. Donc toi, tu as vécu toute cette vie-là pour finir comme ça. Maintenant, nous qui venons là, beaucoup parmi nous n'utilisent pas leur intelligence. On travaille, brou. Ce ne sont pas des boulots faciles qu'on vient faire en Occident. Ceux qui veulent mentir pour dire à leurs parents qu'ils font des boulots 5 étoiles là, c'est leur problème. Si ça marche, c'est bien. Mais à 90% là, ce ne sont pas des boulots 5 étoiles qu'on vient faire. Les blancs là, ils savent qu'en fonction de tel boulot là, ils savent que tel nombre d'années là, voici ce que tu peux vivre. Ils savent. Et puis c'est pas les boulots que eux ils aiment là qu'on vient faire. Donc ils ne nous font pas d'espace. Ils nous font simplement l'espace d'occuper les sales boulots. Mais sales boulots là, toi-même tu sais que ça va avoir des effets sur toi. C'est des boulots que tu fais et toi-même tu sais que tu ne vas pas vivre longtemps. Donc dans ça là, est-ce que c'est pas mieux, même si c'est un taudis tu as pu construire et puis avoir quelque chose là et puis compter sur ça, est-ce que c'est pas mieux que d'attendre? Surtout que quand tu es venu à l'aventure, tu avais 35 ans, 40 ans. On te dit le minimum, il faut travailler encore 30 ans ou même 35 ans. Dans ces conditions-là, ce qui fait que beaucoup parmi nous, quand on va en Afrique, tu attends, ah, il était venu, n'a pas duré les morts. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi. Parce que le rythme du système auquel on est habitué, quand tu vas, après un certain nombre d'années, si tu veux t'asseoir pour te reposer, ça devient maladie. Donc, on est confronté à beaucoup de réalités. Et le système n'est pas fait pour que nous puissions vivre longtemps pour prendre une retraite. Ah oui, il faut l'expliquer aux uns aux autres. Le système est fait pour t'exploiter. Exploiter ta force, exploiter ton intelligence. Mais, lorsqu'il s'agit du moment de te payer, là, les données changent. Hein?
Lorsqu'il s'agit de dire j'atteins les 65 ans, j'atteins les 65 ans, je viens prendre ma retraite, les données changent. Et ça change. Parce qu'ils savent que tu n'as plus le choix. Et ce qu'ils vont t'imposer, c'est ce que tu vas faire. Les données changent radicalement. Parce que hier, tu pouvais travailler. Et tu avais mis l'espoir que dans cette retraite, tu allais pouvoir avoir quelque chose. Mais la vieillesse vient aussi avec les maladies. La majeure partie de cet argent-là, si tu vois que ça ne te suffit pas, c'est que la majeure partie va dans la maladie. Ici aux États-Unis, eux-mêmes, ils vont plus loin même encore dans le capitalisme. On te dit comme c'est comme ça, l'État va s'occuper de toi. Donc ta retraite là, on ne te donnera qu'une petite partie parce que c'est nous on s'occupe de ta santé. Tu peux demander à quelqu'un qui a 60, 70 ans d'être en bonne santé comme quelqu'un qui a 20 ans, 40 ans? Non. Donc tout est un piège. Et chers parents, quand la mère évoque ce sujet-là, c'est à chacun d'entre nous d'être suffisamment intelligent. Même si tu as pu payer un lopin de terre, pour vous qui avez les papiers là, toi-même il faut aller, tu mets les briques là une à une. Même si c'est 2 semaines par an, il faut prendre le peu que tu as là, tu t'en vas, tu fais ton travail, tu te retournes. C'est ce conseil-là que moi je peux donner. Mais rester à l'aventure pour dire non, 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 je vais rester là, ici, là, c'est mieux que... C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, on est en train de lutter pour que le pays, ça aille mieux. Parce que notre souhait, là, c'est qu'on puisse un jour se retourner au pays. C'est qu'un jour, on puisse aller finir nos jours là-bas. Et ce qui est intéressant, là, si tu peux, là, l'aventure, là, au moment où tu as encore un peu de force, là, c'est le moment de retourner d'elle. Sinon, si tu veux attendre que tu n'as plus de force, là, quand tu vas retourner au pays, là, tu deviens l'ennemi public. Regarde, il a passé toute sa vie à l'aise. Maintenant, pour venir mourir, il veut que nous, on n'a qu'à s'occuper de lui. Ah oui, tes parents, tes proches s'attendent. C'est toi, on appelle ancien benguiste. Ancien, c'était toi. J'ai dit, tout le monde s'apprête. Même quand tu appelles quelqu'un, viens, tu vas rester à côté de moi, on va causer là. La personne m'a dit, si tu ne me payes pas, je ne reste pas. Parce qu'on s'est dit, il a fait 50 ans là-bas, il a l'argent, il a bien vécu sa vie. Maintenant, pour venir mourir, il veut maintenant que sinon on n'a qu'à venir s'occuper de lui pour laver ses caca et puis ses habits. Nous, on ne va pas faire ça cadeau, on va le ruiner. C'est comme ça que notre monde est devenu. Et plutôt, on va aborder le sujet et dire notre part de vérité, ce que ça peut aider, que ça aide. Ceux qui ne comprendront pas aussi, c'est leur choix. Comme le dit le père Coulibaly Martial, la vie en elle-même est un piège. Et effectivement, c'est pourquoi, quand je me souviens d'Albert Camus, et c'est là que ressort véritablement le poids de l'absurde, ce qu'on appelle chez nous en philosophie l'absurdisme. Est-ce que la vie vaut véritablement la peine d'être vécue? Et quand tu lis l'œuvre Élise ou la vraie vie, quand tu regardes le poids de souffrance que chaque être humain doit traverser, souvent ça t'amène à te poser beaucoup de questions. Et souvent les gens parlent des sujets en les survolant superficiellement. Mais même la question même du suicide, je ne suis pas pour le suicide, je ne justifie pas le suicide. Mais quand l'être humain se retrouve en face d'un certain nombre de désespoirs, ça peut l'amener à des extrêmes. Et par exemple, en philosophie, lorsque nous exploitions la question du suicide, ce n'était pas une question simple. Parce que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais quand tu exploites profondément, tu sens que quelqu'un qui est piégé n'a vraiment pas le choix. Et comme je le disais, chers parents, nous qui sommes à l'aventure, on aime utiliser beaucoup d'arguments. Et dans tous ces arguments, on oublie que nous, on doit vivre un jour. On oublie que chaque jour qui passe, c'est notre vraie vie. C'est aujourd'hui qui est passé là, éclaireur, c'est un jour dans ta vie. Tu as bien vécu, tu as mal vécu, c'est fini, ça ne va plus revenir. Vivons un peu. Essayons de savoir que c'est notre vraie vie qui est là, il n'y a pas de retour. Et donc, chers mères, merci d'aborder cette question. Elle est tellement fondamentale, mais que chacun s'asseye et que chacun réfléchisse dessus profondément, c'est important. Et faisons les bons choix.
Et vraiment, merci d'avoir abordé cette question. Je vais vous laisser aller rapidement. Cher mère, vous êtes là? Allô? Ok, il me semble que la mère n'est plus là. Et donc, on va passer à une autre personne. Et donc, nous lui disons merci infiniment. Et excellente soirée à elle. Et donc, nous allons continuer. Et il y a le Père Martial qui, de façon exceptionnelle, nous allons lui accorder la parole. Et donc, on va laisser la mère Salikone finir son exposé. Et c'est le Père Martial qui va occuper le temps restant pour pouvoir aussi nous enseigner et nous ouvrir aussi les esprits. Alors? Oui, bonjour, mère, comment allez-vous? Bonjour mon professeur 5 étoiles, je vais bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, et de ton côté? Ça va, grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Le jeudi a bien commencé, j'espère. Effectivement, ça va, avec l'aide de Dieu, on est vivant et ça va. Ah, alhamdulillah. Dieu nous aide tous. Amen. En tout cas, mon jeudi a bien commencé, mais demain va envoyer un sujet aussi. Quand tu développais tout à l'heure, je me fais un peu attristé. Donc, je vais saluer un peu d'abord. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour la séance d'aujourd'hui et que Dieu continue de nous garder dans sa grâce et qu'il nous fasse miséricorde à tous, ainsi qu'à tous nos défunts. L'éclaireur, je n'ai pas abordé un très beau sujet aujourd'hui. Mais l'éclaireur, c'est avant, je me disais, je n'aimerais pas que la mort me trouve ici. Mais l'éclaireur, j'ai été tellement attristé par les Africains. C'est-à-dire, quand tu viens à l'aventure, ceux qui sont au pays là, tout ce qu'ils veulent de toi, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qui les importe. Mais le jour que tu n'es plus, ils s'en foutent au fait, éperdument. Je prends l'exemple sur moi-même. Grâce à ma mère, il y a beaucoup de personnes qui ont profité de moi, grâce à cette dame. Mais le frère, comment tu peux comprendre que tu pars à Abidjan et que tu vas trouver que la tombe de cette dame est pleine, cette tombe est pleine d'herbes. Comment tu peux comprendre ça? La tombe de ma soeur, grâce à qui beaucoup sont passés pour me bouffer. Tu vas là-bas, sa tombe est pleine d'herbes. Comment tu expliques ça, l'éclaireur? Ça veut dire que c'est des gens, ils s'en foutent, c'est l'intérêt qui les intéresse. C'est que tu peux leur donner là. Une fois que tu n'arrives plus à leur donner, c'est-à-dire que tu es mort là, c'est fini. Ils vont te jeter en brousse. Ils ne se rappellent même pas de toi. Alors que j'ai constaté qu'aux États-Unis ici, ceux qui ont la chance d'avoir les grands enfants ici, au moins là, dans l'année, la Memorial Day là, ton enfant va se rappeler de toi. Au moins Memorial Day là, les Américains vont toujours sur les tombes de leurs parents. Au moins ils le font. Mais en Afrique, si tu laisses tes enfants ici et que tu vas te donner en Afrique, on dit il est mort, l'envoyer en Afrique. Ils vont aller te mettre en brousse, il n'y a rien à faire. Et cette brousse là, ils vont t'oublier. L'Afrique ne pense, les gens du pays ne pensent qu'à soupirer, à gagner de toi. Il y a combien de personnes à l'aventure ici qu'on t'appelle seulement pour te demander comment tu vas? Je t'appelle seulement pour voir ta santé. Il y a combien parmi nous aventuriers ici qu'on nous fait ça? C'est le même qui t'appelle pour te dire comment tu vas là. Tu attends un jour, 2 jours, il va t'appeler pour te dire j'ai tel problème. Mais l'éclaireur, c'est une manière de dire que nous sommes voués à nous-mêmes. Ah oui, nous sommes voués à nous-mêmes. C'est pas je dis que ce sont les nouveaux aventuriers qui ont compris aujourd'hui. Les nouveaux aventuriers ne sont pas comme nous les anciens aventuriers. Les nouveaux aventuriers peuvent avoir même son pays, là même ses problèmes. Mais c'est nous les anciens là, qui avons souffert, travaillé, fait couler le sang dans nos veines. Quand on regardait le pied de la plupart des anciens aventuriers que moi je connais là, tous les veines sont cassées à cause de ça, à force de s'arrêter pour travailler. Mais tout cela, est-ce qu'on lui reconnaît ça, l'éclaireur?
C'est ça. Tu ne peux pas laisser tes enfants ici et puis dire qu'on a qu'à prendre ton corps pour aller au pays. C'est lui. C'est à aller te jeter en brousse. Dès qu'on finit t'enterrer, ils ont fini avec toi. Ceux même qui sont au pays là, moi je prends l'exemple sur moi. Grâce à cette femme et à ma soeur, ils ont tout eu de moi. Mais le clair, quand tu vas au pays, les hommes sont sur la tombe des gens là. Comment tu peux comprendre ça? Alors Dieu nous dit, les morts ne sont pas morts, c'est vous qui ne les voyez pas. Ça veut dire que c'est ton vivant là qui gagne de toi. Mais personne, je n'ai pas encore entendu quelqu'un m'appeler pour me dire, ah, aujourd'hui c'est les 1 an ou bien c'est la date d'anniversaire de mort de ta mère, ça peut te dire vraiment que Dieu lui fasse miséricorde. Jamais l'éclaireur. Jamais. Donc tout ça c'est décourageant. C'est-à-dire que nous les aventuriers, mais on doit penser à nous, penser à notre vie, penser à nos enfants, l'éclaireur. Toute personne qui est partie à l'aventure, tu as fait des enfants, ils sont là à l'école là-bas, ils ont grandi là-bas là. Tu ne peux pas rentrer définitivement pour les laisser. Tu vas faire les va-et-vient entre eux. Parce que nous, ça veut dire que toute aventure, c'est tout importe, c'est ta famille que tu allais fonder là-bas là. C'est ta famille ça. L'Afrique, il ne faut que, un point là, il te dit seulement pour nous envoyer. Mais il ne peut pas comprendre combien de fois les aventuriers souffrent. On n'a aucune vie. On ne s'est donné aucune vie à cause de nos parents. Mais aujourd'hui, là, on en est où? Aujourd'hui, tu tombes, tu meurs, on va t'enterrer, tu te jettes en brousse et puis tu t'oublies. Pour eux, là, c'est quand tu leur donnes là qu'ils te connaissent. Tu leur donnes pas, ils ne te connaissent pas. Et ça, c'est tellement malheureux. Quand tu pars en Afrique, est-ce que tu pourras comprendre que nous, on souffre tellement ici. Non seulement tu es ici, tu souffres, tu prends l'argent, tu envoies, et puis tu arrives en Afrique encore, on attend que tu fasses sortir. Normalement, est-ce qu'on devrait nous demander à faire sortir de l'argent au pays? Non! Vous ne pouvez pas comprendre. Mais est-ce que ces gens-là savent combien de péchés ils prennent de ces aventuriers? Ils n'ont aucune vie. Il y en a même qui ont abandonné les enfants. À force de s'occuper de leur famille, ils n'ont même pas pu faire voyager leurs enfants. Parce que le billet d'avion est cher. Imagine, tu as 3 enfants qui partir au pays. Les gens ne pensent même pas au billet d'avion que tu as acheté pour faire les vacances avec tes enfants. Mais on attend encore de toi, quand même. Les gens veulent que nous on mette en éclaireur. Les gens veulent qu'on nous mette. Moi, je ne vais pas mentir. Depuis la mort de ma mère et de ma soeur, l'éclaireur, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai arrêté aussi beaucoup de choses. Parce que j'ai dit, si vous voyez que vous venez de moi, c'est parce que je suis vivant, vous gagnez de moi. Mais le jour que je tombe, je meurs, ce sont mes enfants qui perdront, pas vous. Et c'est ce que j'ai dit. Un aventurier, il faut penser à toi d'abord, pense à tes enfants. C'est de telle sorte que tes enfants réussissent. Si tes enfants réussissent, tu auras une bonne retraite. Mais si tes enfants à l'aventure ne réussissent pas, tu ne peux pas avoir une bonne retraite. C'est impossible. Il y a plein d'amis ici à qui j'avais dit ça qui ne m'ont pas écouté. Mais aujourd'hui, beaucoup se mordent les doigts. J'ai un là même, il a 2 immeubles à Abidjan. Tout le temps, ses enfants sont en prison. C'est lui qui fait prendre l'argent du pays pour venir faire sortir ses enfants de prison. Mais imaginons s'il avait encadré ses enfants avec cet argent et qu'aujourd'hui ils avaient réussi, mais il allait passer une bonne retraite. Mais il faut que les aventuriers aussi, il faut qu'on pense à nous. Pensons à nous, pensons à nos enfants. C'est eux qui vous aiment là, ceux qui vous aiment, ce sont vos enfants et votre famille là. C'est ceux-là qui vous aiment. Le pays là, c'est l'intérêt. C'est tout. C'est l'intérêt qui les intéresse. Le jour que tu ne pourras plus leur donner, tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant l'éclairage, j'ai parlé de ce côté, parce que vraiment quand vous aviez parlé, j'ai eu mal. Et moi je dis, ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit vous, je sais que vous ne m'aimez pas, c'est ce que j'ai là que vous aimez. Regardez, ma mère et ma soeur sont couchées là-bas. Quand je viens, c'est moi toujours qui vais nettoyer les tombes. Mais vous n'avez pas le temps de partir là-bas. Ça veut dire le jour que je tombe aussi, dans vos mains ici, comme ça, vous allez m'abandonner. Donc maintenant, je sais qui est qui, donc laissez-moi vivre ma vie. C'est tout. Franchement, l'éclaireur. Et vraiment, je vais dire à tout aventurier, pensez à vous, pensez à vos enfants. Donnez un bon encadrement à vos enfants. Faites réussir vos enfants. C'est ça là qui est votre retraite. Une fois que tes enfants réussissent là, c'est fini. Il y a plein d'aventuriers ici que j'ai vus. J'ai des mamans ici. Leurs enfants les ont construit pour eux. Ils les ont fait rentrer pour aller se reposer parce que le vrai repos, c'est en Afrique. Il n'y a pas de repos ici. Le vrai repos là, c'est en Afrique. Ils ont construit pour leurs parents. Ils ont fait une petite boutique donnée à leurs parents. Leurs parents sont partis. Vous voyez comment ces parents-là vivent aujourd'hui? Ils font les va-et-vient entre leurs enfants. Pensez à vos enfants. Pensez à vos familles. Vous abandonnez vos familles pour l'Afrique. C'est cadeau. C'est cadeau. Pensez à vos familles. On est de chercher à construire en Afrique là, par des petits enfants encadrés avec cet argent pour qu'ils puissent devenir quelqu'un. Vous refusez de mettre les enfants dans les daycares, surtout les États-Unis, parce que vous dites que le daycare est cher. Vous laissez les enfants à la maison. Quand on dit daycare, on dit crèche. Voilà, vous appelez crèche, non, en le français. Ok, vous refusez d'envoyer les enfants là-bas parce que vous dites que c'est cher. Vous refusez de mettre les enfants dans de bons encadrements parce que vous dites que c'est de l'argent. Vous préférez construire. Et ces enfants, s'ils ne réussissent pas, ta construction du pays là, c'est zéro. Parce qu'il n'y a pas plus cher qui t'aime plus que tes enfants. Pour penser à vos enfants. Et l'éclaireur, je vais parler un peu de politique.
Cette opposition flafla de la Côte d'Ivoire, là, eux-mêmes ils savent qu'ils ont en face de là un Tchefari, ils ont en face de là un monsieur qui connaît le droit, ils ont en face de là un monsieur qui a grandi et qui a travaillé chez des gens qui connaissent les règlements de la loi, des gens qui ont fait leur pays par l'application de la loi. Donc Papa Adola, c'est pas n'importe qui. Le régime de Papa Adola, c'est pas un régime flafla, c'est pas un régime ouya-ouya, c'est pas un régime banabana. Le régime de Papa Adola n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir de façon calamiteuse. Ils sont passés par les urnes. Ils ont lutté pour avoir le pouvoir. Ils ont lutté pour avoir le pouvoir. Et alhamdoulilah, Dieu merci aujourd'hui, c'est eux qui montrent la bonne gouvernance à la Côte d'Ivoire. C'est eux qui montrent la vraie politique à la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils vont s'amuser avec leur pouvoir? Si tu ne veux pas suivre la loi, tu te mets de côté. C'est tout. Donc ils sont obligés de suivre la loi l'éclaireur. C'est qu'ils sont en train de nous faire sortir pour dire qu'il y a deuxième plan, il n'y a pas de plan là. Ils veulent essayer, ils veulent tellement essayer pour voir si ce gouvernement-là est vraiment vrai. Mais ils ont compris que ce gouvernement est vrai. Le deuxième plan là va sortir. On va les voir. On va les voir. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai dit, les activistes qui se disent RHDP, qui font les éloges de Dembélé là, ça sert à quoi? C'est pour gagner quoi dedans? Ce sont nos opposants. N'oubliez pas que ce sont nos opposants. Demain, là, quand il va dire, il dit, il se présente, non. C'est un opposant, c'est notre adversaire. Mais pourquoi c'est à vous d'aller déballer? Là, il a eu ça il n'a pas eu ça il est comme ça, il est brillant ça vous regarde. Ça vous regarde. C'est comme ça que vous avez fait Chaka Dia. Nous étions les EPV. Ce sont les EPV qui ont détruit Chaka Dia. Puis tout le monde est rentré dans le train. Sinon, on ne pas là. Tout le monde est en train de dire, il est brillant il est comme ça il est ceci Faites vos recherches avant de chercher à brandir les gens. Et puis, en tant que RHDP, je ne crois pas que c'est ça le combat. Le combat aujourd'hui, c'est le combat pour le RHDP. Le combat pour nos dirigeants. Le combat pour notre gouvernement. Le combat pour notre papa Adoro. C'est de ça qu'il s'agit. À 3 mois des élections, c'est vous qui faites les éloges encore des opposants. Je ne comprends pas l'éclaireur. Je m'arrête là, professeur. Que Dieu te protège et que Dieu protège tous les Ivoiriens. Que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent et toutes les forces de l'ordre qui nous donnent la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur. Je m'arrête là. Merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment encore de cette deuxième thématique que vous évoquez. Voyez-vous, dans la vie, on dit fais attention à quelqu'un qui est un idiot mais qui t'aime. Quand un idiot t'aime là, il faut faire beaucoup attention. Ça veut dire qu'il va aller gâter ton âme pensant qu'il est en train de t'aider. Quand tu vas lui dire mais pourquoi tu as fait? Non, j'ai fait ça parce que je t'aime. Quelqu'un qui t'aime mais il est bête là, il faut beaucoup l'encadrer. Malheureusement, Facebook, les réseaux sociaux sont devenus le dépotoir de toutes les personnes. La communication, tout se fait par anticipation et par méthode. On n'avance pas dans le vide. Et à chaque moment là, on doit se donner un objectif à atteindre. Il y a des objectifs de la semaine, il y a des objectifs courts et il y a des objectifs de long terme. Mais beaucoup sont là, eux voient les événements et maintenant, ils donnent leurs sentiments sur les événements. Ça, ce n'est pas de la communication. Ça, c'est de la distraction. Awado Melo là. En 2022, c'est moi puis Sundiata. On a commencé à s'attaquer à Chaka Dia. Et il y a des gens du RHDP. Pourquoi vous vous attaquez à ce monsieur-là? Est-ce qu'il a parlé mal à quelqu'un? Est-ce qu'il a incité quelqu'un? Ça là, c'est pas bon aussi. Vous êtes des ennemis de la paix. On a continué. Même tout ce que vous voyez sur la télévision dit non, c'est comme si, c'est comme ça. C'est la classe éclaireur pro-vérité qui a commencé et qui a persisté et qui a insisté. C'est moi, je disais, allez sur le Wikipédia de Chaka Dia, regardez, c'est écrit franco-ivoirien. La nationalité française. C'est moi qui ai été le premier à dénoncer ça. Mais nous, on ne cherche pas la gloire, on ne cherche pas à faire de concurrence avec quiconque. Mais quand tu connais quelque chose et tu sais là, tu vas jusqu'au bout pour atteindre l'objectif. Et on était de ceux qui ont posé plainte contre Chaka Dia dans la justice. Mais malheureusement, beaucoup de personnes rentrent dans la communication là, soit pour rechercher la notoriété, ou bien pour rechercher à s'accrocher à quelqu'un pour avoir un peu d'argent. Ça là, 99% de ceux qui rentrent dans la communication, c'est un effet de mode. Tout le monde est dedans. Les gens font, peut-être je vais faire aussi, peut-être que moi je vais avoir quelque chose.
Hey, c'est votre vraie vie et c'est nos vraies vies qu'on est en train de vivre là. Hein. Ça là, si vous faites l'erreur après le docteur Ouattara pour mettre un bouffon à la tête du pays là, c'est fini pour vous. Le pouvoir, ce n'est pas un jeu. Et la vie là, quand tu confies la gestion de ta vie, c'est aussi la gestion de l'avenir de tes enfants que tu confies à quelqu'un. Awa Don Melo, il était fort, il était là, il était honnête, il a laissé quelle trace là-bas? Il a laissé quelle trace? Parce que les gens du PPACI, non, c'est une stratégie, c'est pour diviser. Vous pouvez diviser le PPACI. Vous pouvez diviser. Pour diviser quelque chose, il faut connaître d'abord la chose. Vous n'avez pas de formation politique. Vous n'avez pas de culture générale. Vous n'avez pas la capacité analytique. Vous ne savez pas faire de prospection. Vous ne savez pas communiquer. Mais tout ça là, c'est eux qui sont là aujourd'hui. Ce qu'ils font n'est pas mauvais. Communiquer est une bonne chose. Dire ses avis, c'est un droit. Mais lorsqu'on parle de stratégie en politique, ce n'est pas permis à tout le monde. Quand vous ne maîtrisez pas des sujets, quittez dedans. Quand vous ne maîtrisez pas, surtout sur le terrain politique, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose là, quittez dedans. Malheureusement, ces soi-disant communicants, c'est eux-mêmes qui compliquent la tâche au RHDP à nos militants. Nos militants n'ont pas une forte capacité de comprendre les choses. Nos militants, ceux qui nous suivent là, RDR là, ils ne comprennent pas les choses. Quand vous leur expliquez quelque chose là, il faut expliquer simplement, mais de façon ferme. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas me comprendre. Quand j'adopte des positions, ça ne veut pas dire que c'est ma personnalité. Hein. C'est une manière, c'est un style de faire comprendre. Sinon, en quoi est-ce que je vais venir dire, si vous sortez, on va ouvrir vos ventes? Moi, je ne serai pas là pour ouvrir vente de quelqu'un. Mais j'ai dit, je connais la psychologie des deux côtés. Moi, je vous ai dit, je suis dedans. De la manière dont on nous a élevés là, avec la haine là, je connais. Moi-même, quand je suis parti au pays là, tout dernièrement, on me dit, ah, tu n'es pas encore allé voir tes parents. J'ai dit, quels parents? Ils disent, ah, ceux qui sont au palais là. Ce sont mes propres parents qui me disent ça. Bon, des gens, vous êtes venus pour communiquer, c'est bien. Mais ce que vous êtes en train de communiquer là, quelles sont les conséquences? Avant de faire quelque chose là, il faut te dire, ce que je vais faire là, quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que ça ne va pas détourner nos militants? Est-ce que ça ne va pas brouiller la compréhension de nos militants? Non, non, non. On dit non, Awa Melo, il a mélangé les plans de Babo. Tout ça là, c'est un jeu. Tout ça là, c'est un jeu. Tu as vu, à un moment, ils ont crié, on prend un problème ici, on prend un autre ici, on crie ici. Ils ont payé des jeunes gens pour insulter. Tout ça là, c'est un jeu. Leur dernière stratégie là, ils veulent démontrer que nous sommes dans un état policier. Et que quand ils vont faire ça, on va attraper 2-3 personnes, les mettre en prison. Ça va leur permettre de dire qu'on est dans un état policier. Or, Simone Babo a mis Arlette Zaté en prison parce que Arlette Zaté l'a insulté. Ça là, Arlette Zaté n'était pas prisonnier politique. Est-ce que vous n'avez pas vu certains opposants mettre des gens en prison parce qu'ils les ont insultés? Steve Biko qui est en prison là, c'est Madame Babo qui a posé, et Simone qui a posé plainte contre lui. Mais ils ne sont pas prisonniers politiques. Mais quand on insulte la maman de Alassane Ouattara et qu'on attrape la personne, c'est lui qui devient prisonnier politique. Bon, vous, votre rôle là, c'est de prendre ces faits, de les présenter, pour dire que vous ne pouvez pas dire que ce sont des prisonniers politiques. Voilà, quand vous avez condamné Arlette Zaté, quand vous avez condamné Steve Biko qui est encore en prison là, pour injure et diffamation là, c'est la même chose qui est là. Donc là, ça c'est pas prisonnier politique. Quand Soro Guillaume sort pour dire qu'il a 6000 combattants là, c'est à vous de venir dire tu as 6000 combattants au Burkina, mais le Burkina est en train d'être détruit par les terroristes. Ils n'ont qu'à s'entraîner un peu encore. C'est d'ouvrir les esprits des gens. C'est de faire des analyses pour dire au RHDP, oui, Alassane, on dira avec lui en 2025, mais et après 2025, et après 2030. Voilà sur quoi vous devrez travailler. Malheureusement, les gens sont dans l'émotion, dans les sentiments. Les gens pensent que la politique, quand tu te lèves chaque matin, tu viens, ah, bon, le soleil est sorti aujourd'hui, hein, on dit, Awa Don Melo n'est plus avec Babo. Hein. Et puis ça, là, ça va changer quoi, toi, dans ta vie? Ça va t'apporter quoi? Un sujet qui ne t'apporte rien. Un sujet qui ne fait pas évoluer ceux qui t'écoutent. C'est que tu ne respectes pas ton auditoire. Ceux qui prennent le temps de ce que tu ne les suis pas.
Nous savons où nous allons. Alassane Ouattara est notre candidat. Aujourd'hui, là, à moins de 100 jours des élections, on devrait tous être concentrés à vendre notre produit que le président Ouattara, à expliquer pourquoi c'est une nécessité, et pour le président et pour les Ivoiriens, à expliquer le bien fondé de la trajectoire aujourd'hui qui a été adoptée par la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller en arrière? Mais non. Les gens communiquent sur les événements par sentimentalisme. Et cher maître, c'est ce qui fatigue un peu la communication du RHDP. Et depuis très longtemps, je leur avais dit, structurez les communicants, formez-les, laissez vos problèmes d'ego. Moi là, vous ne pouvez rien me donner dans votre histoire de RHDP là, qui sera plus mieux que mon salaire. Parce que la dignité qui est dans ma paye là, c'est la souffrance, c'est la sueur de mon front. Moi, je préfère ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut s'asseoir pour compter sur quelqu'un. Non, 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 non. Même dans votre histoire de RHDP là, même si moi, on doit me nommer là, on va me nommer en fonction de ce que j'ai dans ma tête et de ce que je peux apporter. Je ne vais jamais aller suivre quelqu'un. Ah oui, je ne vais jamais suivre quelqu'un. Même si tu veux, je vais te dire, on va travailler. Je vais travailler, je vais apporter quelque chose. Mais je ne prends pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Ah non, comme tu as bien parlé là, on va te récompenser. Je n'ai pas parlé pour être récompensé. J'ai parlé pour libérer mon peuple. J'ai parlé pour ouvrir la conscience de mon peuple. J'ai parlé parce que je suis allé apprendre quelque chose à l'école des Blancs. J'ai appris aussi la vie en Afrique chez moi. Et je pense que je suis à une étape de ma vie où je dois venir proposer ce que j'ai appris. Pour que aussi je puisse donner à ceux qui ont moins d'expérience, mais surtout apprendre aussi. Et c'est pourquoi nous nous appelons la classe éclaireur pro-vérité. Nous ne sommes pas venus pour faire un combat individuel, mais un combat personnel. Nous sommes venus pour faire un combat pour nous inscrire dans la mémoire historique. Et chers parents, ceux qui veulent réellement communiquer pour le docteur président, ayez une ligne de conduite claire. Et soyez cohérents dans ce que vous faites. Ce n'est pas à 3 mois des élections, vous allez aller faire les éloges de qui que ce soit. Ça nous fait très mal que toi, quelqu'un allume son caméra pour venir faire les éloges des opposants. Ce qui est entre eux là-bas, là, c'est une bande d'inutiles. C'est une bande de personnes qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Que ce soit Awadon Melo, que ce soit Gbagbo, que ce soit Nadio. Quand vous les regardez là, il est fort là. Bon, montrez-nous ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Rien. Rien de rien. Et donc faisons beaucoup attention. Cher maître, c'est le seul conseil que nous pourrions donner. Mais comme nous ne sommes pas aussi les gendarmes ou même les papas de quelqu'un, on laisse ça comme ça. Concentrons-nous sur notre communication. Que les gens nous aiment, que les gens nous détestent. Nous, on ne changera pas. En tout cas, tous les vrais EPV. De la même manière qu'on a commencé le premier jour. C'est comme ça aussi qu'on va terminer. Ceux qui nous aiment là, ils vont nous aimer. Ceux qui nous détestent, continuent à nous détester. Mais nous, on ne changera jamais. Ça, soyez sûrs avec ça. Même dans le RHDP là, c'est nous on a dit ici, voilà les ennemis, voilà ça. Au moment où je disais dans les années 2022, on a été combattus. Si on n'a pas reculé là, c'est pas maintenant qu'on va changer. Mais avec le temps, toutes les réalités viennent et les gens voient. Ah non, eux sont contre la réconciliation. C'est vous les gens du RHDP. Vous êtes allés prendre mes propos découpés. Mais moi ça ne me fait pas peur. Même si vous voulez faire pire que cela. Juste vous dire non, eux sont contre la réconciliation. Mais votre réconciliation, ça s'est terminé comment? Qui parmi vous aujourd'hui peut sortir pour venir faire un bilan de cette réconciliation? Simplement vous dire, partout où il y a eu des modèles là, sur la terre, là, on a d'abord fait justice. On a réparé avant de réconcilier. JRR. Justice, réparation, réconciliation. Un matin, on se lève, on n'a qu'à se réconcilier. On n'a qu'à se réconcilier. Alors que des femmes ont été violées. On n'a qu'à se réconcilier. Parce que des gens ont été tués. On ne sait pas qui les a tués. Chacun se fout de leur mémoire. C'est pas moi j'ai tué, c'est pas moi j'ai tué. On se réconcilie avec personne. Et donc là où il n'y a pas de justice, il faut s'attendre à la vengeance. Parce que le sang là, c'est le témoin le plus aguerri de l'histoire. Et ces mêmes malfaiteurs-là sont là. Faire la promotion même d'un de ces individus, c'est insulter la mémoire même de tous nos morts qui sont dans les tombes. Faire l'éloge d'un opposant ivoirien, c'est insulter la mémoire de tous ceux qui sont dans les tombes actuellement. Et je vais vous faire écouter quelque chose ici. Vous pensez que ces gens-là, c'est des enfants de cœur? Allez demander à la mère Thérèse, quand Oufou est décédé là, ce que Bédié lui a montré.
Je vous fais écouter. Écoutez très bien. C'est peut-être un petit extrait. Je vais vous faire écouter. C'est vous qui vous donnez un air d'avoir pitié des autres. C'est vous qui pensez que c'est vous qui êtes les gentils. Mais c'est que les autres vous réservent. Seulement si vous aviez l'occasion de savoir. Et je vous fais écouter cette bande-là avant de pouvoir laisser rapidement la parole. Écoutez très bien la bande. Hein. La brouille éclate au grand jour lors d'une visite à Yamoussoukro du président Bédié, venu s'incliner sur la tombe d'Oufoué. Lorsque le cortège du président Bédié s'est immobilisé à la résidence, on nous apprend que bizarrement, l'électricité venait d'être interrompue. Et donc on monte au deuxième étage en attendant que le courant se rétablisse et que le président Bédié aille s'incliner effectivement sur la tombe du vieux. Le courant n'est pas revenu. C'est pendant ce laps de temps que Marie-Thérèse, que tout le monde connaît comme étant une femme de caractère, là, elle parle franchement avec Dieu. Tout y passait, ingratitude, méchanceté, abandon de Yamoussoukro, abandon de la famille d'Oufoué-Boigny, et tout ça. Et je vous le dis, c'était la sidération dans la salle. Ok. Vous avez entendu, non? Donc je parle plus. Ne soyez pas conscient de vous-même. Hein? Ne soyez pas conscient de vous-même. Hein? Dispersez-vous pour aider vos ennemis. Mais c'est que leur objectif là, c'est un génocide. Ils ont échoué. Mais le jour qu'ils vont vous avoir, vous et vos enfants vont s'en souvenir pendant très longtemps. Ne vous réveillez pas. Moi là, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais asseyez-vous, amusez-vous avec vos vies. N'éduquez pas vos parents. Ne conscientisez pas vos parents. N'ouvrez pas leur esprit. Pensez que c'est un amusement. À la fin, votre ne sera pas éternel. Aujourd'hui là, ça ne sera pas demain. Parce que hier là n'était pas aujourd'hui. Hier là, on ne pouvait même pas parler, on ne pouvait même pas se promener. Mais aujourd'hui, on peut tout faire. Mais aujourd'hui, tout le monde veut l'argent. Tout le monde s'est oublié. Mais demain là, vous allez vous retrouver dans une condition que personne ici ne sait aujourd'hui. Et c'est là que vous allez regretter. Et c'est là que les gens qui étaient en train d'éveiller vos consciences, que vous détestiez aujourd'hui, ou même que vous avez combattu, vous allez vous dire, mais telle personne disait ça, on ne comprenait pas. Parce que la conséquence sera en face de vous. Si c'est les exemples, si c'est les explications, on vous en a donné suffisamment. Mais, comme chacun sait ce qu'il veut dans la vie, que chacun continue de chercher ce qu'il veut. Ce que tu cherches là, si tu ne trouves pas là, c'est la chose que tu cherches là qui va te trouver. Ça là, il n'y a pas de regret dans la vie. Surtout quand tu fais quelque chose que tu aimes. Et donc, chers mères, vraiment merci à vous. Merci encore d'avoir soulevé cette thématique. Vraiment, le manque de cohérence de certaines personnes dans la communication, ça fatigue beaucoup le RHDP, de sorte que le RHDP devient son propre ennemi en fait. Donc je vais m'arrêter. Et ça c'est vrai. Merci professeur, merci pour ce beau développement. Et imaginons, moi je m'assois et je dis, mais si la classe EPV n'existait pas avec Chakadjan, au départ tu as vu comment les mouvements de Chakadjan étaient sortis, en train de le valoriser, le RHDP leur permettait encore de renforcer encore. Nous t'étais la classe EPV, franchement. Mais le Coran, merci pour tout, merci. Donc je m'arrête là. Bon jeudi à toi et que Dieu nous protège. Bon jeudi à tous les EPV, que Dieu nous garde dans ses grâces et protège la Côte d'Ivoire avec à sa tête notre très cher Bravoutier Papa Ado. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci. Donc l'exemple que je viens de vous donner de Bédié, s'il a pu faire ça au feu, s'il a pu faire ça à la femme du feu, s'il a pu faire ça aux parents du feu, c'est pas vous là, ils auront pitié de vous. Mais c'est vous qui ne vous connaissez pas, qui ne savez pas qui vous êtes. Et vous pensez que les gens sont obligés de vous aimer et continuer à vous blaguer. Mais le jour que vous allez dans leur pain là, ils vont vous croquer sans état d'âme. Il n'y a pas de pitié. C'est vous qui vous trompez vous-même. Vous faites semblant de vous tromper. Mais eux là, ils vont vous éduquer proprement. Ne vous réveillez pas, hein. L'excuse de l'ignorance là, on ne savait pas là. Hey, quand tu seras dans ta tombe là, tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. Parce que la haine, la méchanceté, la détermination de ces personnes-là, ça n'a pas de limite.
Ça n'a pas de limite. Mais c'est vous qui voulez vous blaguer vous-même. Ça sera à vos dépens. Et donc, comme je l'ai dit, c'est avec le père Koulibaly Martial que nous allons terminer le direct de ce jour. Et nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance et tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Des thématiques très essentielles qui ont été soulevées. En tout cas, nous, on a fait pendant pratiquement plus de 5 ans, on a donné tous les conseils qu'on pouvait. Même si on devrait arrêter les directs aujourd'hui, là, le chemin qu'on a parcouru devrait être une école de vie. Alors? Oui, allô, Bonjour le patriarche, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Ça va? Ça fait 2 jours, cher aîné. Oui, c'est pour ça même qu'il a dit qu'aujourd'hui, il a parlé un peu, parce que vraiment, il y a longtemps. Non, on comprend aussi, c'est les activités. C'est les activités. Voilà, mais j'écoute. Voilà, J'écoute les directs, il n'y a pas de souci. J'écoute les directs. Je vous vois sur les directs. Professionnellement, et actuellement même, je suis en train de finaliser la conférence que j'ai prononcée sur TikTok. Là, je suis en train de finaliser ça en un livre. Donc, c'est ça mais qui me prend beaucoup de temps. Voilà, donc j'écoute les directs, je mets quelques commentaires. Voilà, quoi. Et là, aujourd'hui, honnêtement, je ne voulais pas parler, mais c'est quand je suis tombé sur la partie où tu parlais de la vie, je ne sais pas qui a abordé la question, mais parler de la vie est un piège. Donc, du coup, je me suis dit, non, là, je vais dire 2 mots quand même. Je vais saluer tous les EPV, je vais te dire bonjour à toi. On va encourager, continuer à dire bonne continuation, bon courage à tout le monde. Et puis vraiment vous dire que même quand on n'intervient pas, on est toujours à côté, on écoute. Comme a dit le roi la dernière fois, c'est les activités souvent professionnelles qui font que on n'arrive pas tous les jours à se connecter pour pouvoir intervenir sur la plateforme. Mais bon, c'est toujours avec un grand plaisir que on intervient. Et ça me fait particulièrement plaisir aujourd'hui d'intervenir sur la plateforme. Et si tu permets, je vais enclencher avec la dernière partie que tu as abordée concernant justement l'attitude de nos militants, le comportement des gens, le manque de responsabilité de beaucoup de communicants, mais c'est pas tellement le manque de responsabilité, mais leur ignorance qui est à la base de tout ça en réalité. En fait, les gens sont là, TikTok, en fait, tout ce que vous voulez, Internet, et surtout TikTok. Facebook et tout le reste. Mais surtout TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok est venu un peu démocratiser la parole sur Internet. Facebook, lancer les directs, tout ça, c'est un peu plus compliqué. TikTok est venu simplifier les choses, c'est pas mal. Mais en même temps, ça a piégé les Africains. Et particulièrement les Ivoiriens. Les gens pensent que parce que les autres interviennent sur Internet, ils font des directs, moi aussi je vais faire des directs. Ils commencent, et puis après quand ils ont une certaine audience, il y a, les questions commencent à être souvent plus compliquées, le niveau de communication est tellement important que eux-mêmes ils sont embrouillés, piégés, ils n'arrivent pas à analyser les événements, ils les subissent en réalité, mais ils n'ont pas, le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas le courage de se renseigner pour comprendre, pour apprendre. Ils ont beaucoup de connexions Internet, mais ils ne savent même pas où aller chercher les informations. Mais le truc, c'est que on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est ce que tu mets, ce que tu es là, c'est ton reflet. Parce que si tu n'as pas le bon niveau pour comprendre les événements, tu ne sauras pas quelles questions poser ou comment aborder, sous quel angle aborder les questions. Donc quand les gens font les communications, excusez-moi du mot, bec, franchement, ça nous fatigue tous. Moi, ce que tu viens d'aborder avec Mère Sali concernant Don Milo, mais c'est ahurissant, c'est incroyable de la part du RNDP. Vous faites la promotion de vos adversaires. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais que Laurent Gbagbo et sa clique se bouffent le nez, où est notre problème dans ça? Nous, on n'a pas à communiquer. Même certains parmi nous, souvent, ils sont sur la page, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du bien à l'opposition pour leur donner de la visibilité. Excusez-moi, moi, il y a beaucoup de choses que j'envoie à Éclaireur. Mais quand j'envoie à Éclaireur, là, très souvent, il y a des informations tellement sensibles. Je sais que c'est sur Internet que j'ai trouvé, hein, mais je n'envoie qu'à Éclaireur, je n'envoie pas à quelqu'un d'autre. Parce que je sais pourquoi j'envoie à Éclaireur, je ne lui dis rien. Parce que quand je lui envoie là, lui, il sait ce qu'il va en faire. Je sais qu'il va exploiter ça
à un moment ou un autre de sa communication. Et c'est comme ça que je travaille avec l'éclaireur. Moi, je me dis que quelquefois, là, avant de faire certaines choses, renseignez-vous, posez-vous des questions. Est-ce que si je lance, je relève une telle information, ou bien si je communique sur un tel sujet, est-ce que l'angle de communication qui sont en train, quels vont être les conséquences? Vous ne vous posez jamais ces questions-là. Parce qu'en fait, dans la communication, là, il y a deux pôles. Il y a le pôle qui émet, et puis il y a le pôle qui est récepteur. Il y a un émetteur et un récepteur. Mais là, quand le récepteur qui va recevoir, là, qu'est-ce qu'il va en faire? Si toi, tu n'as pas su communiquer, là, ça peut être interprété, utilisé autrement. Donc, il y a tellement de précautions à prendre qu'il faut faire très, très attention. Malheureusement, les gens ne font pas attention. Ceci dit, éclaireur, tu as fait toute une émission sur sans réserve de ton mélo ici. Rappelle-toi, j'avais fait la transcription et je t'ai fait le truc, je t'ai envoyé et tu as fait toute une émission sur Don Melo. Les EPV et les RNDP en général ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas Don Melo. On connaît tous Don Melo. Moi, je ne veux pas m'attarder sur Don Melo, mais ce que je peux dire de Don Melo, c'est que ce monsieur n'a pas été capable, après combien d'années à la quête du bled, de régler le problème du carrefour indigné. Et c'est à celui-là que vous voulez confier le destin de la Côte d'Ivoire. RNDP, réveillez-vous. Militants RNDP, réveillez-vous. S'il vous plaît, ne vous perdez pas dans des communications inutiles qui nous desservent d'une manière générale. Ces communications-là nous desservent pourquoi? Parce que vous communiquez souvent à des gens à qui vous adressez et à qui vous n'avez pas synthétisé, simplifié les informations et vous balancez. Quand vous dites que, quand vous parlez des compétences de Don Melo, d'abord même, c'est même pas juste. Il n'est même pas compétent. C'est un nulard de première classe. Il n'a aucun fait qu'on peut sortir du lot depuis qu'il est devenu homme politique et qu'il a été cadre de l'administration ivoirienne. Moi, je ne vois pas. Que quelqu'un me donne... Peut-être que je ne connais pas, hein, mais je peux vous dire que moi, je vérifie tout. Je peux vous dire que je suis un grand chercheur sur le net. Je fouille, hein. Moi, je fouille beaucoup de choses. J'ai toute la biographie de Don Melo. Ah oui, il faut sacher ça. J'ai toute sa biographie. Tout ce que vous voyez là, moi, j'ai tous, j'ai leur biographie. Mais Don Melo, c'est un nulard de première classe. C'est un agent. Retenez ça, c'est important. Il faut le retenir, il ne faut jamais l'oublier. C'est un agent russe. Il faut retenir ça. Hein. Il ne se présente pas aux élections présidentielles parce qu'il n'aime pas Ouattara simplement. Il se présente aux élections présidentielles parce que la Russie est derrière lui. Et ça, il faut que vous le sachiez, c'est important. De la même manière que vous vous méfiez de l'AES là, méfiez-vous de Don Melo. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Don Melo même est encore plus dangereux. Regardez son visage. Regardez l'expression de son visage. C'est un sanguinaire. Lui, là, il est plus dangereux que Babo. Je vous le dis. Mais il n'en a pas encore eu les capacités pour exprimer sa méchanceté. Il n'a pas encore eu cette capacité-là. Partez regarder sans réserve. C'est le 26 ou 28 décembre que ça a été, 2024 que ça a été réalisé. Tapez sur, j'ai le lien, hein. Éclaireur, si tu veux, je te passe le lien après, si tu veux, tu communiques les gars. Bon. Non, ce que vous dites est tellement vrai. C'était le 26. Quand vous m'avez envoyé le document, le 31 décembre 2024, j'ai exploité. Voilà. Et je vais remettre la vidéo en plus de ce que vous êtes en train de dire. Et ça veut dire qu'il y a des combats qu'on a déjà menés. Ça veut dire que nous, on connaît ces messieurs que quiconque. Voilà, et les gens nous amènent en arrière. C'est pas la peine. On avait déjà anticipé, c'est pas pour rien que Éclaireur et moi, on a pris notre temps pour parler de lui, parce qu'on voyait venir quelque chose de loin. Et rappelez-vous, on a terminé, et sur Don Melo, à cette époque, on avait demandé, la question fondamentale qui avait été posée, premièrement, quelles sont ses capacités? L'interview de Charles Melo dans Sans réserve. Et on a trouvé que c'est un professeur, il est nul. Pendant plus de 10 ans, il était à la tête de Bled. Pourquoi Babo n'a pas nommé Premier ministre? Pourquoi Babo n'a pas nommé ministre des infrastructures routières? Et on l'a laissé au Bled. Au Bled, il a fait quoi? Il a fait quoi? Montrez-moi, moi je ne sais pas. Voilà le carrefour de l'Indénier ici, là. On a tous souffert du carrefour de l'Indénier. Les voitures étaient englouties dans le carrefour de l'Indénier. Beaucoup de personnes ont perdu leur véhicule là-bas. Depuis qu'il y avait une petite pluie seulement, le carrefour de l'Indénier était inondé. Mais
Voilà, c'est que, allez-y, regardez le même carrefour de Yandéné, et voyez ce que le président Ouattara en a fait. À l'époque, quand le président Ouattara avait lancé les travaux du carrefour de l'Indénier, je me souviens très bien que j'ai fait un débat sur Facebook pendant longtemps, plusieurs jours, avec plusieurs militants, contre plusieurs militants de l'opposition, et notamment il y avait une blanche dedans. Je ne sais pas si c'est une blanche, mais je pense que oui. Parce que quand je regardais ses interventions, le style d'écriture, j'ai compris que c'est une femme blanche. Et je me souviens qu'elle et moi, on a fait une grosse altercation. J'ai fini par lui dire de se mêler qu'elle se mêle de ce qu'il la regarde. Elle n'est pas ivoirienne. Notre président de la République est libre de prendre l'argent du pays pour en faire ce qu'il veut. Mais encore qu'ici, là, c'est nous qui vivons à Abidjan et nous avons l'intérêt de mettre autant de milliards dans ce carrefour-là. Aujourd'hui, là, le président Ouattara a eu le lucre. Aujourd'hui, même quand il pleut des cordes à Abidjan, tu passes sur ce même carrefour de l'Indénier, tu ne sais même pas que c'est un carrefour où il y avait des inondations de véhicules. Mais donc, ils ont été incapables de régler ce problème-là. Tout ingénieur qu'il soit. Et qu'il était au FPI. Dites-moi, c'est fait d'armes au FPI. Qu'est-ce qu'il a pu apporter même dans le parti, le FPI en tant que tel? Montrez-moi. C'est un ancien. Ce monsieur était un communiste à la base. C'est important, hein? C'est-à-dire que sa façon de réfléchir, c'est un communiste à la base. Ensuite, il a été PIT. Et c'est de PIT qu'il a rejoint le FPI. Et étant au FPI, il a créé FPI Renaissance. Donc vous voyez la manière de penser de l'individu. Il est quasiment comme une sorte de Saint-Greton. C'est un monsieur qui veut être. Il n'a pas envie de faire, mais il ne peut même pas faire. C'est important. Je dis, il a envie d'être, il a envie de paraître, comme tous les autres opposants que vous détestez là. Tous les autres opposants qui sont toujours mis en avant, notamment Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Soro Guillaume. Si tu as laissé Gbagbo, il ne faut pas prendre les choses, comment on appelle, Don Melo. Il ne faut pas prendre Don Melo. Si tu as laissé Tidiane Thiam, il ne faut pas prendre Don Melo. Autant Tidiane Thiam était un agent français, Don Melo était un agent russe. La Russie vaille que vaille mettre la main sur la Côte d'Ivoire. Et pour eux, 2025, c'est un tournant. Pour toute l'opposition, mais également pour nous qui sommes au pouvoir. Et tu auras abordé hier une question importante concernant la succession du président Ouattara. C'est vrai, quand il en parlait, même moi, sur le plan humain, j'ai eu des émotions. J'ai failli avoir des larmes à un moment donné. Mais c'est la vie. Personne ne va rester ici. D'où le piège du cosmique dont je parlais dans mes commentaires. C'est-à-dire que quand tu es né, tout peut t'arriver. Tu peux tomber malade, tu peux mourir à tout moment. Parce que la mort, c'est pas une fin, mais en termes de vie, c'est une fin. Mais c'est un passage obligé. Parce que l'âme est éternelle. Nous tous, nous le savons. Toutes les religions sont d'accord là-dessus. Puisqu'on dit que le jour de la résurrection, on va te réveiller. Mais si ton âme n'est pas éternelle, on va te réveiller comment? Donc, l'âme est éternelle. Ça veut dire que nous tous, nous savons que la vie, ici-bas, est forcément éphémère. Asseyez-vous, fermez les yeux, imaginez. Vous avez même 70 ans, vous avez 60 ans, vous avez 50 ans, vous avez 40 ans. Essayez de vous rappeler de votre enfance. Vous avez l'impression que ça s'est passé hier. Tellement le temps et l'espace n'existent pas. Vous avez l'impression que c'est des faits qui se sont passés hier ou avant-hier. Et en réalité, toutes ces réalités, tous ces faits, tous ces vécus que vous avez eu depuis votre enfance là, sont enfouis dans votre subconscient. Et vous pouvez vous en rappeler. Et l'idéal, c'est de s'en rappeler pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez corriger pendant qu'il est encore temps. Mais le plus important ici, parlant de la politique, c'est de dire que il faut savoir raison d'appeler. Il faut que nous restons sereins et imperturbables. On ne peut pas avoir la chance d'avoir un champion comme le président Ouattara, avec tout ce qui est éclairé dit tous les jours là-dessus, tout ce que nous savons sur le président Ouattara, tout ce que tous les autres qui viennent intervenir sur la plateforme viennent dire du président Ouattara, dont nous sommes largement informés. Et puis on se mélange les pédales. Ceux qui sont dans l'opposition là, qui sont du mauvais côté, parce que leurs leaders sont difficiles à défendre. Comment eux font pour continuer à avoir à leur champion? Nous, on doute sur notre champion qui est un vrai champion. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Le problème, il est où? Ça veut dire que nous-mêmes, là, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Parce que quand tu n'as pas confiance à une réalité tangible, que tu vis quotidiennement, dans laquelle tu es confronté à la réalité, tu commences à douter, c'est que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Le
manque de confiance, personne ne peut régler. Pour personne, c'est toi-même qui peux régler ton manque de confiance. Voilà la réalité. Prenez conscience, une bonne fois pour toutes, que ce que le président Ouattara a fait, qu'il est en train de faire, qu'il va faire, aucun chef d'État, moi je vous le dis, en Afrique ne l'a fait. Moi je ne vois pas, personne ne peut me dire le contraire. Et Clara vient de vous parler hier ou avant-hier des choses, des euros, pardon, de placement qui a été fait sur le marché japonais. Vous pensez qui en Afrique ici qui a déjà fait ça? Il a fait placement en CFA. Vous pensez qui a fait ça depuis que l'Afrique existe? Aucun pays même, c'est même pas CFA. Même l'Afrique du Sud. Il prend un placement là, c'est en dollars ou en euros. Ils n'utilisent pas l'argent. Mais Ouattara, c'est une personnalité. C'est pas parce que c'est un noir. Ou bien c'est un président, on le voit matin, midi, soir, dans notre télévision, c'est lui qui gère notre pays, qu'on va penser que c'est un petit homme. C'est Don Melo qui va venir. Babou n'a pas pu faire quelque chose à Ouattara. Bédié n'a pas pu faire quelque chose à Ouattara. C'est Don Melo qui va venir faire quelque chose à Ouattara. Même si la Russie est derrière Don Melo, ça ne suffit pas. Oui, je profite pour vous informer. Il y aura beaucoup de désinformations dans les 100 prochains jours. Ah ça oui, c'est clair. La Russie va utiliser TikTok. Je vais vous donner un de leurs secrets. Ils ont déjà fait ça dans un pays de l'Afrique, de l'Europe de l'Est. Ils vont utiliser TikTok. Ils vont pirater TikTok. Ils vont rentrer dans TikTok, dans vos TikTok, pour voir comment vous réagissez. Vos conneries que vous racontez sur TikTok, ils vont utiliser ça pour chercher à aider Don Melo avec ça. Pour pouvoir justement chercher à retourner vos esprits, à vous créer le doute. Or, à partir du moment où vous commencez à douter, vous devenez faible, vous devenez vulnérable, vous devenez fragile. Or, faire preuve de fragilité, c'est se livrer à l'adversaire. Le président Ouattara vous dit, les élections seront transparentes, les élections seront apaisées, ainsi de suite. Il dit beaucoup de choses. C'est vrai, il ne s'est pas encore prononcé officiellement, mais quand vous regardez les faits tout autour de nous, comment peut-il en être autrement? Comment le président Ouattara peut dire qu'il n'est pas candidat? Moi, je ne crois pas. 99,99%, le monsieur il a oublié d'être candidat parce que s'il ne devait pas être candidat, il avait déjà préparé le terrain de quelqu'un. Absolument. Quel que soit celui qui était censé prendre sa succession, aurait été déjà désigné depuis longtemps. Le président Ouattara, c'est un monsieur qui est très méthodique. Vous devez le connaître. Et que l'on a rappelé hier, en 2020, comment ça s'est passé. C'est dans une convention qu'il est venu dire qu'il est suis candidat. Voilà, il est venu répondre aux militants et à la nation. Donc, à un moment ou à un autre, le monsieur va se prononcer, mais je ne pense pas qu'il vienne nous dire qu'il ne sera pas candidat. Je ne crois pas. Parce que si le président Ouattara n'est pas candidat, ça fout l'ail, je vous jure, beaucoup d'entre vont mourir de crise cardiaque. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Parce que moi, je connais des gens, même quand tu abordes l'hypothèse devant eux, ils tombent malades. Honnêtement, hein, ils ont tout de suite la tension monte. Donc quand il va dire, même, je vous le dis, ça c'est de vous à moi, hein, j'ai un grand frère qui dit qu'il y a un imam qui a dit, si le président Ouattara s'amuse à dire qu'il n'est pas candidat, il y aura beaucoup de cadavres. L'imam a vu ça en vision, hein, il a fait une vision dessus. Il dit que si le président Ouattara, parce qu'il a posé la question justement dans ce sens-là pour savoir si le président Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, qu'est-ce qui va se passer dans le pays? La réponse qu'il a reçue, c'est qu'il y aura beaucoup de morts, même pas une affaire d'affrontement. Dans les rangs du RADP, il y a des vieux qui vont mourir dans leur maison. Parce qu'ils vont considérer ça comme une trahison. Et vous connaissez nos parents, surtout les Sénéfaux. Ils ne supportent pas la trahison. Je vous rappelle, je vous informe d'une anecdote qui est une réalité. Un des frères Bon avait quitté le PDCI. L'ancien Bon avait quitté le PDCI pour rejoindre le FPI. Et c'est comme ça que le premier meeting de Gbagbo dans la politique a été fait à Korogo. Et ça a été fait dans le domicile de l'ancien Bon Koulibaly. Mais l'ancien Bon là, il avait fait virer beaucoup de vieux Sénéfaux au FPI. Quand l'ancien Bon, pour des raisons politiques, il faut faire pression sur lui, il a été obligé de revenir au PDCI. Beaucoup de vieux Sénéfaux sont morts. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter d'avoir honte. Il y en a qui se sont suicidés.
Il y en a qui sont morts dans leur case parce qu'ils ont dit qu'ils ont honte aujourd'hui. Ils ont combattu pour l'ancien Gon Coulibaly. Ils ont dit qu'ils étaient devenus FI, ils n'étaient plus PDCI. Et maintenant, l'ancien Gon Coulibaly est venu les trahir. Donc, eux, ils n'ont pas supporté. Donc, ça fout là plusieurs fois. Je ne souhaite pas du tout. Le président Ouattara, je pense qu'il a compris. Il n'a pas le choix. Il est obligé d'être le prochain candidat parce que c'est une nécessité impérieuse. C'est une nécessité de vie. C'est une nécessité existentielle. Je n'emploie pas ces mots-là gratuitement. C'est la vérité. Pourquoi? Il doit être candidat. Il doit être candidat. C'est l'ultime sacrifice même qu'il doit faire. Il doit être candidat pour la simple raison qu'il n'a pas encore officiellement préparé un successeur. Même si nous savons qu'il prépare un successeur. Ce successeur ne nous l'a pas encore montré. Il faut qu'il accepte de prendre un mandat suivant, le mandat suivant. Et maintenant, pendant les 5 ans, au bout de 2 ans, il nous montre le successeur en question qui se prépare pour prendre la suite en 2030. Parce que le vrai combat, ce sera en 2030 entre le successeur candidat du président Ouattara et le candidat de l'opposition. Donc il aura le temps de coacher le successeur pour les élections. Mais pas maintenant. Parce qu'on n'a plus, c'est pas en 100 jours qu'on prépare un candidat, qu'on va jeter un candidat dans l'arène politique, même si on pense que c'est vrai, le RHDP est un parti, c'est une machine électorale, mais n'empêche que ça va démoraliser et ça peut démobiliser une partie des militants. Et notre souhait, c'est pas que les militants soient démobilisés. Je pense que il faudrait quand même que les gens se rendent compte de ça. C'est très important. C'est très important. Donc, vraiment, chers frères et chers sœurs, je vous en prie, cessez de faire la promotion des opposants. Ça ne va rien nous apporter. Ça ne peut rien nous apporter. Si on continue de faire la promotion de nos opposants, on va se faire du mal. On va se faire du mal, on va faire du mal à notre propre parti politique, on va faire du mal au RHDP. Et nous-mêmes, on va finir par en pâtir. Laurent Gbagbo, Don Melo, tout ce qui est opposant là, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes, c'est blanc, bonnet, blanc. Mais toujours est-il que si vous laissez, vous permettez à l'une de ces personnes-là de prendre le relais, de prendre la suite, le pouvoir, de nous arracher le pouvoir, on va se faire du mal, on va se faire du tort, un tort qu'on ne pourra pas, dont les conséquences seront incommensurables. Parce que ça y va de l'existence même de la Côte d'Ivoire. Connaissant les militants du RHDP qui savent se défendre, quoi qu'on dise d'eux, ils savent se défendre. Celui qui va venir au pouvoir, si l'opposition arrive au pouvoir, vous savez bien qu'ils vont faire la chasse aux sorcières. Ils nous ont déjà prévenu, ce n'est pas des causeries, hein. Ils ont des plans, ils ont préparé quelque chose. Quand Éclaireur dit qu'ils vont nous exterminer, il ne dit pas ça pour vous faire peur. C'est la réalité qu'il vous dit. Donc, comprenez et sachez que, quoi qu'il en soit, nous avons intérêt à nous protéger. Mais la meilleure façon de nous protéger, là, c'est de faire en sorte que nous ne perdions pas le pouvoir. Mais, surtout, avant toute chose, il faut que nous soyons sereins et imperturbables. Moi, j'ai pris un taxi hier en rentrant, pour rentrer. Et on causait, le taximan, je ne sais pas comment c'est arrivé, on a commencé à parler de politique. Et le monsieur me dit, lui, si on lui demande son avis, Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir, il n'a qu'à mourir au pouvoir comme au Foubaï. Il dit, le frère, que moi je fais taxi. Au temps de Gbagbo Laurent, c'est parce que je peux vous montrer mon dos, que j'ai été frappé plusieurs fois par les policiers. Quand ils m'arrêtent, ils veulent prendre l'argent, quand je ne veux pas donner, ils me frappent, on m'a menotté plusieurs fois, me frappé avec ma traque dans le dos. Une fois on m'a frappé, mais on m'a laissé dans le caniveau. Depuis que le monsieur est venu là, moi je continue de rouler taxi, hein. Mais tu roules 24 heures sur 24. Quand le policier t'arrête là, d'abord, il n'y a pas beaucoup de barrages, mais quand il y a barrage, quand les policiers t'arrêtent, si tes papiers sont complets là, ils sont rares les policiers qui t'embêtent pour dire qu'ils vont prendre l'argent. Il dit vraiment, aujourd'hui là, c'est la liberté. Il dit ça seulement, à cause de ça seulement là. Sans compter les travaux qu'il est en train de réaliser, lui l'a vu, les routes sont bien, il ne change plus les pneus comme avant. Avant là, tu peux pas faire 3 mois, tu roules 3 mois, tu es obligé d'aller changer de pneus. Parce que les routes sont gâtées. Aujourd'hui là, il peut faire 6 mois. C'est quand il va faire visite technique là qu'il change de pneus. Donc,
On lui regarde tout ça là. Il dit tous ceux qui sont là, Gbagbo, il n'a rien foutu avant Alassane. Bédié, ainsi de suite. Donc, lui ne voit pas, parmi les opposants là, qui peut prendre la suite du président Ouattara? Qui Ouattara n'a qu'à prendre, continuer et puis désigner son successeur pour dire voilà mon petit va m'être placé. Que c'est comme ça lui voit. Hein. Que sinon, si c'est pas ça là, le pays là va se mélanger. Que si Ouattara n'a pas montré quelqu'un, il dit nous on ne va plus accepter que quelqu'un vienne nous fatiguer de façon Gbagbo nous a fatigué. Là, puis Ouattara ouvert pour nos yeux, c'est dire on a compris que dans le pays là on peut gérer la Côte d'Ivoire comme ça. Je dis à moi, il dit oui. Il dit frère, moi, nous on ne va plus accepter. Que si Ouattara s'amuse là, qui dit n'est pas candidat. Non, je vous parle sérieusement. J'ai même dit que je me suis dit que le jour où je prends la parole, je vais parler de ça. Il me dit que si Ouattara s'amuse, qui dit il ne veut pas continuer. Et puis le pays se mélange, que c'est pas bon. Ah, il dit non, on ne va pas. On ne va plus se laisser faire. C'est parce qu'on est fatigué. On a vu la différence. Le temps de Gbagbo, de toute façon, on a souffert. Aujourd'hui, on est à l'aise. On peut manger tranquille. Le peu que tu gagnes, là, tu prends pour aller payer ton durée, tu manges. Tu dors tranquille. On ne t'emmerde pas. Tu cherches ton argent. Tu vas, tu rentres où tu veux. C'est quand tu gâtes la compte attrape. Donc, vraiment, le monsieur, il a pris conscience. Et ils sont nombreux comme ça, les Ivoiriens, qui ont pris conscience qu'il y a eu un avant Ouattara. Et il y a il y a un Ouattara, enfin, le temps de Ouattara, il y a eu avant lui, mais il y a le temps de Ouattara. Il y aura peut-être un après Ouattara. L'après Ouattara, la personne ne souhaite à ce que ça tombe dans les mains de l'opposition. Donc, c'est pas nous qui allons nous faire ce que j'appelle Harakiri. Donc, comprenez, nous sommes dans une situation, ça fait 25 minutes que je parle, je vais peut-être chercher à conclure éclaireur, mais ça pour dire que le piège de la vie là, c'est aussi ça. C'est nous-mêmes qui nous piégeons. Dieu ne nous piège pas. C'est nous-mêmes qui nous piégeons. Hein. C'est pas Dieu qui nous piège, c'est nous-mêmes qui nous piégeons. Parce qu'on peut analyser dans tous les sens, vous allez voir que c'est nous-mêmes qui nous piégeons. Quand tu poses des actes, et puis tu t'attends à avoir des conséquences contraires, tu te trompes. Si tu penses maïs, c'est le maïs qui va récolter, tu penses du riz, tu récoltes. Donc on ne peut pas être en train de saboter notre propre communication et puis espérer que l'opposition ne va pas prendre de poil de la bête. Donc qui est en train de se piéger? C'est nous-mêmes qui nous piégeons. Donc le piège de la vie là, ça commence même par nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre. Et on a cette mauvaise habitude. Et ça, c'est pas, c'est ce que je dis, c'est valable pour moi et pour nous tous. On a l'habitude d'accuser l'extérieur. Oui, c'est les autres qui ont fait que moi je souffre. Non, c'est pas les autres, c'est toi-même. Si tu analyses très bien toutes les expériences que nous vivons, tout ce que nous vivons comme comportement, tous les problèmes que nous avons là, quand vous asseyez tranquillement, à tête reposée, vous réfléchissez, vous vous rendez compte qu'il y a des actes que vous avez posés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou bien il y a 5 ans, c'est maintenant, c'est les conséquences que vous récoltez, tout simplement. Oui. Donc, la question c'est de savoir pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. C'est parce qu'on va chercher toujours à l'extérieur les causes de nos problèmes. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à vraiment se conscientiser, à se rappeler que, en réalité là, quand quelque chose nous dit, il ne faut pas avoir honte de vous renseigner dans votre entourage immédiat. Vous avez toujours une personne de référence avec laquelle vous devez avoir, si vous n'avez pas, vous devez avoir une personne de référence auprès de laquelle vous devez aller chercher des informations crédibles. Essayez de comprendre, ce qui se passe. Voilà en fait la réalité. Donc voilà vraiment éclaireur. Très rapidement, c'est ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été ennuyeux pour les 27 minutes que j'ai pu prendre pour parler. Et j'ai essayé vraiment d'apporter ma petite contribution comme d'habitude. Et en d'autres occasions, on pourra parler encore des problèmes du piège de la vie, des problèmes de communication, pour dire que en réalité tout ça là, les choses sont imbriquées les unes dans les autres et qu'il ne faut pas voir s'attaquer aux conséquences, il faut s'attaquer plutôt aux causes. Et l'une des causes là, c'est de faire la communication. De nos problèmes, c'est de faire la communication pour l'opposition. Vous vantez les mérites de quelqu'un qui ne mérite pas qu'on vante ses mérites. Donc Don Milo, pour nous, il n'est pas mieux que Gbagbo. Ça, je vous le dis, hein, dans toute honnêteté. Encore que sa situation est même plus grave. Il n'a jamais été président d'un parti politique en réalité. Donc, il y a quelqu'un même qui n'a même pas l'habitude de gérer une organisation d'hommes. Il a toujours été sous couvert. Donc, vous voyez que vous vous amusez. Qu'un monsieur comme ça prend le pouvoir alors qu'il a été sous couvert, bon, ça va être la catastrophe. Regardez, il est responsable, représentant des BRICS, tout ça là. Il a apporté quoi? Quelle est sa touche personnelle qu'il a pu apporter dans cette affaire-là? Rien du tout. Les gens l'ont pris
pour pouvoir l'utiliser. C'est un pantin qui est en train d'être utilisé par comment on appelle, la Russie. C'est un pantin. J'insiste sur le mot. C'est une marionnette qui est dans le main. Et comme c'est un ambitieux, et c'est un haineux de surcroît. Et en réalité, là, quand on dit qu'il a un côté guinéen, c'est la vérité. Son papa est guinéen. Sa maman est Annie. C'est vrai. Il est ivoirien, mais son côté guinéen, là, n'oubliez pas ça. Quand ça a chauffé ici, là, il est parti en Guinée. Il était conseiller du monsieur sur lequel on a fait coup d'état, là, l'ancien président sur lequel on a fait coup d'état, j'ai oublié son nom, là. Condé. Voilà, de Condé. En tant que conseiller de Condé, il lui a donné quel bon conseil. De vous à moi, c'est lors d'une mission. Écoutez, c'est lors d'une mission en Russie qu'il y a eu le coup d'état contre Condé, qu'il est resté là-bas en même temps, puis la Russie l'a embauché. Donc, ce monsieur-là, on n'a pas encore bien décortiqué son affaire, c'est un peu son nom vous a donné. Quand il va être candidat là, nous on va le décortiquer, vous allez comprendre. Même sa psychologie, moi je vais vous donner sa psychologie. Parce que j'ai étudié sa psychologie. Quand tu fais sa morphophysique, tu le regardes en face, tu regardes son image, l'expression de son visage, il a du mépris pour les gens. Il est imbu de sa personne alors que c'est un monsieur qui n'a jamais rien réalisé de positif dans sa vie. Il a déjà fait quoi pour même sur la ville dont il vient, il a fait quoi là-bas? Tout le temps qu'il a occupé la direction générale de Gnek, il a construit combien de routes dans son village? Même reprofilé, vous allez me dire que Goudron est cher, comme Babou le disait, mais est-ce qu'il a reprofilé même une seule route dans son village, le village de sa maman là? Mais quand les gars disent qu'il est d'origine guinéenne, il y a un côté guinéen, c'est la vérité, hein? Mais comme les gars, on les connaît, eux là, ils sont là, ils se taisent, c'est Babou, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, sinon ils sont prêts à dire le nom de tout le monde. Même quand ici il faut fabriquer, ils vont fabriquer. Mais cette fois-ci là, pour Don Melo, ils n'ont pas fabriqué. Il a un côté guinéen. C'est quelqu'un qui le connaît bien, avec lequel moi j'ai échangé, qui me l'a dit. Et c'est pour ça que, vous savez, le sang ne ment pas. Dès que ça a chauffé, il a fui pour aller où? C'est pas là-bas, c'est pas en Guinée, il est parti. Il savait qu'il partait en famille. Pourquoi il n'est pas parti au Ghana comme les autres? Pourtant, il a un côté guinéen, ghanéen, il aurait pu partir au Ghana. Puis les amis sont d'origine ghanéenne. Pourquoi il n'est pas parti au Ghana? C'est plutôt en Guinée, il est parti. Il savait qu'il serait beaucoup plus protégé du côté de son père que de ce côté de sa mère. Voilà. Donc, Clara, franchement, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de pouvoir m'exprimer à nouveau sur la plateforme. Je dis merci à tous ceux qui m'ont écouté. Encore une fois, que Dieu t'accorde longue vie et bonne santé, que Dieu nous aide tous, qu'il nous accorde tous longue vie et bonne santé, qu'il donne longue vie et bonne santé au président Ouattara, qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être en paix. Inch'Allah, la Côte d'Ivoire sera en paix à partir de 2025. C'est un tournant important pour la Côte d'Ivoire. J'avoue que c'est un peu comme si on allait croiser des chemins, mais croyez-moi, croyez-nous, on tient le bon bout. C'est nous qui allons décider de la bonne direction que nous allons prendre. Et je pense que le président Ouattara, il a dit en privé, que lui, sa succession ne sera pas comme celle de Fauboigny. Et je pense que c'est un monsieur, comme il est beaucoup méthodique, il va mettre en place les petits plats dans les grands pour pouvoir faire, justement, faire en sorte que sa succession ne soit pas chaotique. Mais je m'arrête là avec l'heure. Merci. Merci beaucoup, cher René. Merci encore du savoir que vous avez partagé avec nous. Et vraiment, nous abordons les sujets par anticipation. C'est le 31 décembre 2024 qu'on a fait une émission ici sur Don Melo. Et donc là, ce n'est pas quelqu'un de neuf, il n'est pas nouveau. C'est un agent russe qui est infiltré en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est le piège de la Russie en Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce que dans le partage du monde aujourd'hui, personne ne veut rester en retard. Si vous voyez, la dernière fois quand on est sorti pour vous dire que les Américains sont partis, le FBI là, on ne vous a pas dit toute la vérité. Oh. On ne va pas aussi vous dire ça en public. Mais ce qu'on vous a dit là, c'est ce qu'on voulait vous dire. Mais ce qu'on ne vous a pas dit là, c'est ça qui est grand. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le terrain d'une lutte entre les grandes puissances. Parce que la Côte d'Ivoire là, ça te donne l'accès à l'Atlantique, au golfe de Guinée. Et aujourd'hui, avec toutes les découvertes qui ont été faites en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de bonté de cœur ou bien par altruisme que les autres viennent, qu'ils se mettent aujourd'hui au service de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Chers Ivoiriens, la Russie aussi veut se positionner en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'elle extrait
à partir de l'AES, là, comment les faire passer sur la mer. C'est un accès facile. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Faites beaucoup attention à vos communications. Ne communiquez pas dans le vide. Si vous ne maîtrisez pas des sujets, laissez-les. Sur notre page YouTube, là, tu tapes le nom de n'importe qui. Tous les sujets qu'on a développés, par anticipation, vous allez les voir là-bas. Vous pouvez regarder, vous faire une idée, comparer avec la réalité du moment et puis avancer. Mais vraiment prendre le risque de parler sur des sujets parce que, comme pour faire mal aux gens du PPAC, on va dire qu'avoir de mélo, ça ne nous amène à rien. Arrêtez ça. C'est nous faire nous-mêmes du mal. Et demain, là, comment vous allez venir dire encore que cette personne n'est pas bonne? Ça fatigue les non-militants. C'est ça qui fatigue nos militants. Est-ce qu'il n'est pas mieux de maîtriser un sujet avant d'en parler? En tout cas, c'est la problématique que nous laissons les uns aux autres. Vraiment, merci à vous-même, cher René. Merci encore de cette belle présentation. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Et vraiment, merci à tous. Et on va vous laisser rapidement en 2 minutes nous faire la conclusion, comme on est déjà pris par le temps. Et donc, on va vous laisser 2 minutes pour nous faire la conclusion. D'accord. Merci beaucoup, éclaireur. Merci à tous les IPB pour cette assiduité aux émissions de la classe. Vraiment, merci pour le courage et l'abnégation. Merci pour la disponibilité des uns et des autres, de toi-même, éclaireur, de tous ceux qui viennent écouter, mettre le cœur, liker et tout le reste. Bon, vraiment, il y a un émetteur, il y a un récepteur, donc les deux sont à féliciter. Je félicite donc l'éclaireur, je félicite tous les communicants de la plateforme, mais je félicite tous ceux qui écoutent. Parce qu'il faut que vous écoutez pour propager la bonne nouvelle, continuer à propager la bonne nouvelle, à partager les idées et les ambitions de la plateforme pour que les gens, pour continuer à éveiller les consciences au-delà de nous-mêmes. Parce que ce qu'on dit là, c'est pas seulement pour nous, on le dit pour la classe, mais on le dit aussi pour toute la Côte d'Ivoire quelque part. Parce qu'il faut que les gens comprennent un certain nombre de choses dans notre intérêt. Et l'un des objectifs recherchés, c'est l'éveil des consciences. Surtout, l'éveil des consciences par rapport à nos intérêts. Nos intérêts ensemble, mais nos intérêts ensemble, c'est la somme de nos intérêts qui fait la somme de l'intérêt général, qui constitue l'intérêt général. Donc si tu soignes l'intérêt général, tu soignes en général, en réalité, tes propres intérêts. Parce que quelque part, quoi qu'il en soit, tu fais partie de l'intérêt général, voilà, c'est un tout. Et le détail ici est important, mais en même temps, la globalité, nous devons tous nous retrouver là-dedans. Et bon courage à tout le monde, bonne continuation aux émissions. Que la Côte d'Ivoire reste protégée contre ses ennemis connus et inconnus, je le dis chaque fois. C'est important parce qu'on peut ne pas connaître tous nos ennemis. Et moi je pense, excusez-moi, hein, je ne traite pas Dom Bello comme un adversaire, je le traite comme un ennemi. C'est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'opposition pour moi, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des adversaires politiques, mais je les considère plus comme des ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que des gens qui sont prêts à s'allier à l'extérieur pour détruire leur propre pays, je suis désolé, ce sont des ennemis. Ah oui, parce qu'on peut s'allier à l'extérieur pour chercher à prendre le pouvoir dans l'intérêt du peuple. Mais prendre le pouvoir contre le peuple, ça me pose un problème. Voilà. Donc, quand vous regardez bien aujourd'hui le comportement des opposants, leur attitude, leur discours, en quoi est-ce que ce discours des opposants constitue-t-il des discours de rassembleurs ou encore des discours pour la nation ivoirienne? Je ne crois pas. Donc il faut qu'on reste éveillé, qu'on fasse très attention aux actes qu'on pose, aux paroles qu'on prononce et aux actions aux actions personnelles ou de groupes auxquels on participe. Parce que aller sur les plateformes, on l'a déjà dit sur cette plateforme-là, de ne pas aller sur les plateformes, aller écouter les opposants pour les écouter. Si vous êtes sûr que vous allez aller les écouter et que ça va vous troubler, n'allez pas là-bas. Si vous êtes sûr que vous pouvez les écouter puis avoir la conscience, la capacité intellectuelle de pouvoir distinguer le vrai de l'ivraie, allez-y. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez tomber. Ça vaut mieux. Si vous avez des problématiques, venez poser les questions sur la plateforme. Éclaireur va répondre. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent répondre et apporter leur contribution, ainsi de suite. Et sur TikTok, c'est plus démocratisé. La parole est ouverte. Vous pouvez monter, vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires. Quelqu'un va reprendre, ainsi de suite. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à faire preuve de beaucoup de discipline. Je sais que les Ivoiriens de nature, les Africains en général, les Ivoiriens en particulier, sont souvent très indisciplinés. Mais
je terminerai sur ce point. À votre avis, vous pensez que ceux qui viennent insulter la maman du président Ouattara, ou bien qui insultent le président Ouattara jusqu'à rentrer dans des vraiment façons qui choquantes, vous pensez que c'est pas calculé? Non, c'est calculé. C'est l'opposition qui est forcément derrière. Ça fait partie de... C'est une pratique. Le claireur l'a dit aujourd'hui. Mais on l'a toujours écrit dans les commentaires, on l'a dit aussi dans d'autres situations. Les gens cherchent à salir l'image du pouvoir parce qu'ils ne savent pas par quel bout il faut prendre ce pouvoir-là. Ils ont tout essayé, ça ne passe pas. Donc ils veulent essayer de pousser le pouvoir à mettre certaines personnes en prison. Mais on va les mettre en prison parce qu'ils violent la loi. Macron vient de poursuivre, Macron et sa femme là, ils poursuivent quelqu'un en France actuellement. Donc si Macron et sa femme peuvent poursuivre des gens en France là, ça veut dire qu'Alassane Ouattara n'a même pas besoin de poursuivre. Le procureur c'est Charles. Voilà. Donc, éclaireur, vraiment merci à tout le monde. Demain est un autre jour, comme tu as l'habitude de le dire. Donc, on va s'arrêter là et je pense que les uns et les autres ont aimé le direct comme d'habitude. Et encore une fois, merci à tous. Bonne continuation, bon courage à tout le monde. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le président Ouattara, que Dieu nous protège tous et nous épargne en tout cas le chaos. Merci. Merci beaucoup, cher René. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et pour ceux qui douteraient de ce qu'on a dit, l'émission qu'on a réalisée sur Awadon Melo, le titre original c'était le démontage complet d'Awadon Melo. Je ne vais rien changer. Je viens de reposter la même émission. On était le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2025. Allez suivre cette émission. J'ai posté ça sur YouTube, Facebook. Allez suivre cette émission. Et demandez à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire la promotion d'Awadon Melo de suivre cette émission-là. Et de se dire que cette émission a été réalisée au minimum 8 mois avant. Ça veut dire que nous, on savait. Ce qui se passe là, nous, on savait. Ce qui se passe, qu'on voit là, c'est vous qui voyez ça nouveau. Pourquoi on est dans le PDC, c'est chaque année on est attaqué? Parce qu'on savait que c'est lui et on connaissait son plan. Pourquoi 8 mois avant, on s'est attaqué à Awadon Melo parmi tous ceux qui sont dans le PPAC? On n'a pas attaqué Simon, on n'a pas attaqué Blé Goudé, on n'a pas attaqué quelqu'un d'autre, c'est lui on a attaqué. L'émission est là comme un témoignage. Allez suivre ceux qui font la promotion d'Awadon Melo là. Dites-leur, allez suivre telle émission qui est là-bas et puis venez voir si vous pouvez dire la même chose. On vous met en face de votre conscience. Merci à tous et que la grâce de Dieu demeure en chacun. Demain sera un autre jour. Merci, au revoir. Merci beaucoup, cher ami.